Aux premières lueurs du 12 janvier 1888, alors que le thermomètre s'effondrait à 43 degrés à travers les vallées enneigées de Savoie, Alexandra Volkov se réveilla dans un silence absolu. De l'autre côté de ses murs, la bourrasque hurlait telle une bête blessée, mais à l'intérieur de son humble cabane en rondin, l'air demeurait délicieusement doux, presque chaleureux. Dans un coin de la pièce, ses deux enfants dormaient profondément sous une seule et unique couverture légère. Ils ne tremblaient pas de froid, ils ne toussaient pas du tout. Leur respiration reflétait la tranquillité absolue de ceux qui ont une confiance aveugle dans le refuge qu'ils nomment leur foyer. À 300 mètres de là, dans la vaste demeure en bois fraîchement repeinte de M. Corneille Delacroix, 3 ouvriers agricoles alimentaient frénétiquement la cheminée avec des bûches qui se consumaient à toute vitesse sans offrir la moindre chaleur. Les courants d'air rabattèrent la fumée directement par le conduit, asphyxiant les pièces de cendres grisâtres et provoquant des quintes de toux déchirantes. L'épouse de Delacroix pleurait en silence, emmitouflée sous 5 épaisses couvertures de laine importée, implorant désespérément l'aube de poindre. Cependant, revenons 2 années en arrière, à l'instant même où tout a commencé. Alexandra avait posé le pied pour la première fois dans cette rudesse savoyarde au cours de l'automne 1886. Elle était veuve, 34 ans à peine. 2 tout petits s'agrippaient fermement à ses jupons. Son époux, Dimitri, avait perdu la vie 6 mois plus tôt dans un terrible accident dans les mines de charbon du bassin de la Loire. Le chef d'équipe lui avait glissé 11 francs dans la main, lui accordant très exactement 3 jours pour vider le logement appartenant à la compagnie. Elle ne possédait aucune famille sur tout le territoire français. Son vocabulaire dans la langue locale se limitait à peine à 5 mots. Néanmoins, elle détenait une chose que nombre de paysans pionniers avaient oubliée depuis belle lurette, la mémoire. À l'époque où elle n'était qu'une fillette dans la région de la Sibérie, tout près d'Irkoutsk, Alexandra avait observé son grand-père ériger ce que les villageois du coin surnommaient le poêle qui respire. Il s'agissait d'une machine monumentale faite de boue cuite et de briques, accaparant presque la moitié de l'espace de vie. Les voisins se moquèrent de lui sans aucun répit. Ils prétendaient que le vieux Volkov avait perdu la tête, gaspillant des briques qui auraient pu se vendre à prix d'or sur le marché. Pourtant, chaque hiver, dès que le mercure chutait suffisamment pour geler la laine d'un homme en plein vol, l'isba de son grand-père restait l'unique endroit où l'on n'entendait jamais le bruit des toux rauques ni les pleurs des nourrissons malades. Des années plus tard, sur un tout autre continent encerclé par des étrangers incapables de saisir le moindre de ces mots, Alexandra prit sa décision. Elle allait reproduire l'appareil de chauffage de son aïeul. Très sincèrement, aucune autre option ne s'offrait à elle. Elle manquait cruellement d'argent pour acheter des stères de bois capables de couvrir toute une saison hivernale. Elle n'avait plus de mari pour lui prêter main forte. Mais elle possédait ses 2 propres mains, ainsi que ses précieux souvenirs. L'agent du bureau foncier local lui vendit une parcelle juste au nord du village isolé, bien à l'écart du centre névralgique. 16 hectares de terre rocailleuse et dénudée, sans la moindre source d'eau à proximité. Le tarif s'élevait à 120 francs. Cela lui laissait précisément 18 francs pour bricoler une habitation et survivre d'une manière ou d'une autre jusqu'au dégel printanier. Au cours de sa première semaine sur place, Alexandra rafistola un abri de fortune en utilisant des planches de bois de récupération et une épaisse toile cirée. Ses petits, Mikhaïl, âgé de 7 ans, et Tatiana, âgée de 5 ans, dormaient, blottis l'un contre l'autre, pour partager leur chaleur corporelle. Elle trimait dès les premières lueurs de l'aube, jusqu'à ce que ses doigts soient incapables de serrer le manche de son marteau. Sa véritable entreprise, en revanche, démarra en octobre. Pendant que les autres colons s'affairaient à monter des murs et poser des toitures, Alexandra était occupée à creuser. Elle piochait dans ce sol de montagne impitoyable, sculptant des tranchées de fondation pour une structure que personne dans toute cette région n'avait jamais vue auparavant. Et c'est à cet instant que les ragots commencèrent. Corneille Delacroix fut le tout premier à y aller de son petit commentaire. C'était un Parisien venu s'installer en province grâce à de vieilles rentes familiales, agissant comme le propriétaire de l'épicerie du village et s'autoproclamant chef de file officieux de la communauté. Une fin d'après-midi d'octobre, il chevaucha jusqu'au terrain d'Alexandra, flanqué de son contremaître, et dévisagea les tranchées boueuses avec un regard empreint d'une pure pitié. « Pauvre femme !» déclara-t-il d'une voix forte, bien qu'Alexandra ne puisse le comprendre. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fabrique. Elle creuse littéralement sa propre tombe avant même que l'hiver ne frappe. Vint ensuite M. Marcel Lefebvre, un charpentier de 40 ans, fort de 3 décennies de savoir-faire dans le bâtiment. Il imposait un grand respect dans ce village reculé. Chacun prenait ses recommandations pour parole d'évangile. Il se tenait devant le tas grandissant de briques de boue qu'Alexandra avait commencé à façonner avec de la terre, de l'eau et de la paille, et se contenta de secouer la tête. « Ça ne survivra jamais aux températures glaciales.
l'avertit-il d'un ton professoral, supposant qu'elle saisirait l'idée puisqu'elle était aussi étrangère au pays. Les briques de terre s'effritent sous le gel, il vous faut du bois, il vous faut un homme qui sait réellement construire. Pour finir, il y eut Madame Geneviève Mercier, l'épouse du maire, une matrone d'une 50aine d'années qui jaugeait les vertus citoyennes des gens à la superficie de leur maison et à la propreté de leurs robes. Elle rendit visite à Alexandra en apportant un panier de pain rassis et de vieux vêtements, s'exprimant incroyablement lentement et très fort, comme si le simple volume sonore pouvait pulvériser la barrière de la langue. « Ma petite, roucoula-t-elle d'un ton maternel, ce que vous tentez d'accomplir ici est louable, mais extrêmement irréaliste. Une femme toute seule ne peut raisonnablement pas ériger une maison. Vous devriez vraiment vous chercher un nouvel époux. Monsieur Delacroix connaît pas mal de célibataires en mal d'une bonne épouse. C'est ce que la bienséance attend de vous. » Alexandra écouta tout cela dans le silence le plus complet. Non pas parce qu'elle était docile, ni parce qu'elle acceptait son statut prétendument inférieur. C'était parce qu'elle avait assimilé une leçon là-bas en Sibérie que ces gens n'avaient jamais été contraints de comprendre. La fierté est strictement un luxe réservé aux individus qui ont d'autres alternatives. Elle n'avait aucune échappatoire. Elle avait simplement 2 bouches affamées à nourrir et un hiver approchant qui n'offrirait pas de seconde chance. Par conséquent, chaque matin, tandis que Delacroix déverrouillait sa devanture, que Lefebvre montait la charpente des clients solvables et que Madame Mercier animait ses cercles de couture, Alexandra continuait à travailler. Elle malaxait la boue lourde à main nue, elle moulait des blocs, elle les laissait sécher sous le soleil d'octobre. Elle empilait de lourdes pierres. Elle creusait des tranchées directement dans la terre. Ses voisins flânèrent dans le coin et la dévisageaient. Certains regardaient avec pitié, d'autres affichaient des sourires moqueurs à peine voilés. Les garnements du coin accouraient parfois pour dévisager la drôle de bâtisse de la folle russe, jusqu'à ce que leur mère leur hurle de revenir, traitant la folie comme s'il s'agissait d'une maladie transmissible par l'air. Mais Alexandra n'interrompait jamais son labeur, parce qu'elle était consciente d'une chose à laquelle ils étaient totalement aveugles. Elle savait que la vraie menace n'était pas les cancans des villageois. Le véritable ennemi rôdait juste à l'horizon, tapi dans les nuages gris et lugubres qui s'amoncelaient au nord, et dans ces nuits qui s'allongeaient visiblement de jour en jour. L'ennemi ultime, c'était l'hiver. Et cet adversaire en particulier n'en avait strictement rien à faire des statuts sociaux, des comptes en banque bien garnis ou des prières joliment formulées. Si vous estimez que la sagesse des anciens détient plus de valeur que l'arrogance des modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sauvons activement ces incroyables récits que le temps a désespérément tenté d'effacer. Alexandra ne possédait aucun plan dessiné en détail. Elle manquait de mesures précises en mètres ou en centimètres. Pourtant, elle s'accrochait à quelque chose de bien plus précieux. Le souvenir vivace de ses minuscules mains d'enfant se posant contre les briques agréablement tièdes du poêle de son grand-père, la mémoire de sa grand-mère expliquant avec précision pourquoi l'édifice devait être incroyablement lourd et pourquoi les conduits dissimulés à l'intérieur devaient serpenter de long en large tout comme une rivière. L'installation qu'elle commença à ériger en novembre 1886 n'avait rien d'une cheminée ordinaire. C'était un organisme vivant façonné de roches et d'argile, spécifiquement conçu pour capturer l'énergie thermique, la stocker en profondeur et la diffuser lentement dans la pièce pendant de longues heures. Le cœur de ce radiateur était un foyer tapissé de briques réfractaires qu'Alexandra avait modelé elle-même en mélangeant de la glaise des berges avec du sable très fin. Cette chambre de combustion n'était en aucun cas gigantesque. Elle mesurait à peine 60 cm de large sur 60 cm de haut. Dans cet espace restreint, le brasier allait gronder avec une intensité si féroce et un apport d'air si limité qu'une unique bûche épaisse se consumerait jusqu'au néant absolu sans gaspiller la moindre goutte d'énergie potentielle. Voici le détail crucial qu'absolument personne dans la région n'avait saisi. La fumée de l'échappement ne s'évacuait pas simplement tout droit vers le haut. Au lieu de cela, Alexandra avait conçu un labyrinthe interne de conduits de fumée. La fumée brûlante pénétrait dans ces couloirs et serpentait vers le haut, vers le bas et d'un côté à l'autre, traversant littéralement des tonnes de maçonnerie et de pierres des champs avant d'être enfin autorisée à sortir par le sommet de la cheminée. Chaque centimètre de ce périple tortueux transférait une chaleur torride dans la lourde masse de la structure. Et une fois que cette masse était totalement gorgée de chaleur, elle agissait comme un radiateur colossal qui réchaufferait continuellement la maisonnée pendant 12, 18, voire jusqu'à 24 heures d'affilée. Coût total déboursé de sa poche pour les matériaux, 12 francs et 40 centimes. Briques de boue cuites, 5 francs. Alexandra avait personnellement fabriqué 300 blocs individuels en utilisant des moules de coulage en bois qu'elle avait taillés à la main avec un couteau à découper. Chaque brique massive pesait très exactement 3,5 kg.
Chacune d'entre elles exigeait 10 journées pleines de séchage sous le soleil vif de l'automne. Lorsqu'une tempête de pluie inattendue s'abattit à la mi-octobre, elle perdit 70 blocs non durcis qui fondirent en tangadou. Elle remonta tout bonnement ses manches et les refabriqua depuis le début. Sable de rivière, totalement gratuit, mais trimballé dans de lourds sacs de toile pesant 22 kilos chacun, traînés sur près d'1 kilomètre depuis les berges jusqu'à sa propriété. Elle accomplit cette marche éreintante à 22 reprises. Pierre des champs pour les fondations, sans aucun frais, récupérées directement dans les vastes étendues. Ses enfants mirent la main à la pâte, ramenant des roches de la taille de leur propre tête, leurs petites paumes couvertes d'ampoules à vif. Chaud pour le mortier de maçonnerie, 3 francs, acheté directement à l'épicerie de Delacroix. L'homme lui avait d'ailleurs facturé le double du tarif en vigueur, partant du principe qu'une veuve solitaire ne connaît pas la moindre chose au marchandage. Tuyauterie en métal pour les canaux de tirage interne, 4 francs et 40 centimes, acquises d'occasion auprès d'un forgeron du coin qui les avait jetés car jugés trop rouillés. Alexandra les avait récurés avec du gros sable et de l'huile jusqu'à ce que le métal rutile. Chaque soir, une fois le labeur éreintant terminé, Alexandra s'asseyait avec ses bambins à l'intérieur de leur cabane pleine de courants d'air et partageait de vieux contes de Sibérie. Elle parlait avec affection de son grand-père, le vieux Volkov, qui avait jadis appris la science cachée derrière les poêles en maçonnerie auprès de bâtisseurs mongols ayant traversé les steppes russes des siècles auparavant. Le feu occidental est très agité et impatient, leur disait-elle en russe, alors que Mikhaïl et Tatiana se blottissaient tout près d'elle. Il se consume à toute vitesse, projette sa chaleur rapidement, puis s'évanouit dans les airs. Le feu oriental, lui, est sage. Il se dévore lentement, insufflant sa tiédeur dans la pierre, et la pierre veille sur vous bien après l'extinction des flammes. La petite Tatiana, âgée de 5 ans, levait les yeux et demandait « Maman, est-ce que le grand poêle va veiller sur nous ?»« Oui, ma douce. Le poêle va veiller sur nous, c'est certain. » Pendant les heures de clarté cependant, chaque fois qu'Alexandra soulevait une autre rangée de blocs pesants ou qu'elle touillait la pâte de mortier jusqu'à ce que ses épaules hurlent de douleur ou encore qu'elle grimpait sur une échelle de fortune bancale pour poser les pierres de faîtage, un vent glacial de doute s'insinuait dans son esprit. Et si ses souvenirs lui jouèrent des tours ? Et si ces hivers de la région s'avéraient bien plus impitoyables que ceux de sa Sibérie natale ? Et si ses propres mains, les mains d'une femme de 34 ans, n'étaient tout simplement pas assez vigoureuses pour reproduire ce que les mains chevronnées de son aïeul avaient bâti. Par une fraîche après-midi de la mi-novembre, Marcel Lefebvre s'approcha tandis qu'Alexandra était occupée à mélanger une énième gâchée de mortier. Il se tenait là, fixant la colonne de briques qui culminait désormais à près de 2 mètres de haut, dévorant un bon tiers de la minuscule cahute qu'elle avait charpentée tout autour. « Cette chose doit peser bien au-delà de 2 tonnes », fit remarquer Lefebvre en français, désignant la maçonnerie du doigt. 2 tonnes d'un poids mort absolu, posées au milieu d'une cabane en bois chétive. Les bases des fondations ne résisteront pas. Ça va s'enfoncer tout droit dans la boue molle dès l'arrivée de la fonte des neiges. Alexandra ne prit même pas la peine de lever la tête. Elle continua simplement à touiller sa pâte. « Vous m'entendez ?» insista Lefebvre. « Vous êtes en train de commettre une erreur colossale. » Elle suspendit finalement son travail l'espace d'une courte seconde, essuya ses mains crasseuses sur son tablier et le fixa droit dans les yeux. Elle ne prononça pas la moindre syllabe. Elle se contenta de l'observer. Il émanait de son regard une intensité que Lefebvre ne put tout simplement pas supporter. Ce n'était pas de la provocation. Ce n'était pas non plus de l'arrogance. C'était quelque chose de bien plus viscéral. C'était le regard hanté de quelqu'un qui avait vu dépérir les gens qu'elle chérissait et qui refusait catégoriquement de laisser une telle chose se reproduire. Lefebvre tourna maladroitement les talons et prit congé. Pendant ce temps, tout autour de son lopin de terre, le reste du village se préparait pour la saison froide à la mode purement traditionnelle. Corneille Delacroix avait commandé sur mesure un poêle de salon en fonte venu tout droit de Paris. Une merveille étincelante et décorée, ornée de pieds en pâte de lion et dotée d'une porte vitrée. Le prix affiché sur cet article s'élevait à 45 francs. Ils installèrent ce monstre en plein centre de sa salle de séjour avec un tuyau d'évacuation en métal traversant la toiture à la verticale. Marcel Lefebvre, le maître charpentier, érigea pour sa propre famille une habitation sur mesure munie de murs en bois à double paroi, bourrant l'espace vide avec de la sciure pour l'isolation. Il aménagea ensuite 2 poêles à bois distincts, en plaçant un à chaque extrémité de la maison pour garantir une répartition homogène de la chaleur. Il amassa 3 stères entiers de bois de chauffage bien secs, persuadé que ces calculs leur permettraient de traverser confortablement les mois les plus rudes. La maisonnée Mercier, le foyer du maire, résidait dans la structure la plus ancienne du hameau. C'était une robuste masure en rondin s'enorgueillissant d'une cheminée colossale en pierre, faisant à peu près la taille d'une grande armoire à vêtements.
Ils avaient survécu à 5 hivers précédents dans cette bâtisse sans le moindre pépin. Tous ces braves gens jetèrent des regards vers la modeste et minuscule cabane d'Alexandra, complètement écrasée par cette monstruosité en briques trônant en plein centre, et se contentèrent de secouer la tête avec une pure compassion. Bon nombre d'habitants firent d'ailleurs des paris secrets sur le nombre exact de jours que la veuve russe parviendrait à tenir avant de ramper jusqu'aux premières lueurs du 12 janvier 1888, alors que le thermomètre s'effondrait à 43 degrés à travers les vallées enneigées de Savoie. Alexandra Volkov se réveilla dans un silence absolu. De l'autre côté de ses murs, la bourrasque hurlait telle une bête blessée, mais à l'intérieur de son humble cabane en rondin, l'air demeurait délicieusement doux, presque chaleureux. Dans un coin de la pièce, ses 2 enfants dormaient profondément sous une seule et unique couverture légère. Ils ne tremblaient pas de froid, ils ne toussaient pas du tout. Leur respiration reflétait la tranquillité absolue de ceux qui ont une confiance aveugle dans le refuge qu'ils nomment leur foyer. À 300 mètres de là, dans la vaste demeure en bois fraîchement repeinte de M. Corneille Delacroix, 3 ouvriers agricoles alimentaient frénétiquement la cheminée avec des bûches qui se consumaient à toute vitesse sans offrir la moindre chaleur. Les courants d'air rabattèrent la fumée directement par le conduit, asphyxiant les pièces de cendres grisâtres et provoquant des quintes de toux déchirantes. L'épouse de Delacroix pleurait en silence, emmitouflée sous 5 épaisses couvertures de laine importée, implorant désespérément l'aube de poindre. Cependant, revenons 2 années en arrière, à l'instant même où tout a commencé. Alexandra avait posé le pied pour la première fois dans cette rudesse savoyarde au cours de l'automne 1886. Elle était veuve, 34 ans à peine, 2 tout petits s'agrippaient fermement à ses jupons. Son époux, Dimitri, avait perdu la vie 6 mois plus tôt dans un terrible accident dans les mines de charbon du bassin de la Loire. Le chef d'équipe lui avait glissé 11 francs dans la main, lui accordant très exactement 3 jours pour vider le logement appartenant à la compagnie. Elle ne possédait aucune famille sur tout le territoire français. Son vocabulaire dans la langue locale se limitait à peine à 5 mots. Néanmoins, elle détenait une chose que nombre de paysans pionniers avaient oubliée depuis belle lurette, la mémoire. À l'époque où elle n'était qu'une fillette dans la région de la Sibérie, tout près d'Irkoutsk, Alexandra avait observé son grand-père ériger ce que les villageois du coin surnommaient le poêle qui respire. Il s'agissait d'une machine monumentale faite de boue cuite et de briques, accaparant presque la moitié de l'espace de vie. Les voisins se moquèrent de lui sans aucun répit. Ils prétendaient que le vieux Volkov avait perdu la tête, gaspillant des briques qui auraient pu se vendre à prix d'or sur le marché. Pourtant, chaque hiver, dès que le mercure chutait suffisamment pour geler la laine d'un homme en plein vol, l'isba de son grand-père restait l'unique endroit où l'on n'entendait jamais le bruit des toux rauques ni les pleurs des nourrissons malades. Des années plus tard, sur un tout autre continent, encerclé par des étrangers incapables de saisir le moindre de ces mots, Alexandra prit sa décision. Elle allait reproduire l'appareil de chauffage de son aïeul. Très sincèrement, aucune autre option ne s'offrait à elle. Elle manquait cruellement d'argent pour acheter des stères de bois capables de couvrir toute une saison hivernale. Elle n'avait plus de mari pour lui prêter main forte. Mais elle possédait ses 2 propres mains, ainsi que ses précieux souvenirs. L'agent du bureau foncier local lui vendit une parcelle juste au nord du village isolé, bien à l'écart du centre névralgique. 16 hectares de terre rocailleuse et dénudée, sans la moindre source d'eau à proximité. Le tarif s'élevait à 120 francs. Cela lui laissait précisément 18 francs pour bricoler une habitation et survivre d'une manière ou d'une autre jusqu'au dégel printanier. Au cours de sa première semaine sur place, Alexandra rafistola un abri de fortune en utilisant des planches de bois de récupération et une épaisse toile cirée. Ses petits, Mikhaïl, âgé de 7 ans, et Tatiana, âgée de 5 ans, dormaient, blottis l'un contre l'autre, pour partager leur chaleur corporelle. Elle trimait dès les premières lueurs de l'aube, jusqu'à ce que ses doigts soient incapables de serrer le manche de son marteau. Sa véritable entreprise, en revanche, démarra en octobre. Pendant que les autres colons s'affairaient à monter des murs et poser des toitures, Alexandra était occupée à creuser. Elle piochait dans ce sol de montagne impitoyable, sculptant des tranchées de fondation pour une structure que personne dans toute cette région n'avait jamais vue auparavant. Et c'est à cet instant que les ragots commencèrent. Corneille Delacroix fut le tout premier à y aller de son petit commentaire. C'était un Parisien venu s'installer en province grâce à de vieilles rentes familiales, agissant comme le propriétaire de l'épicerie du village et s'autoproclamant chef de file officieux de la communauté. Une fin d'après-midi d'octobre, il chevaucha jusqu'au terrain d'Alexandra, flanqué de son contremaître, et dévisagea les tranchées boueuses avec un regard empreint d'une pure pitié. « Pauvre femme !» déclara-t-il d'une voix forte, bien qu'Alexandra ne puisse le comprendre. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fabrique. Elle creuse littéralement sa propre tombe avant même que l'hiver ne frappe.
Vint ensuite M. Marcel Lefebvre, un charpentier de 40 ans, fort de 3 décennies de savoir-faire dans le bâtiment. Il imposait un grand respect dans ce village reculé. Chacun prenait ses recommandations pour parole d'évangile. Il se tenait devant le tas grandissant de briques de boue qu'Alexandra avait commencé à façonner avec de la terre, de l'eau et de la paille, et se contenta de secouer la tête. « Ça ne survivra jamais aux températures glaciales », l'avertit-il d'un ton professoral, supposant qu'elle saisirait l'idée puisqu'elle était aussi étrangère au pays. « Les briques de terre s'effritent sous le gel, il vous faut du bois, il vous faut un homme qui sait réellement construire. » Pour finir, il y eut Madame Geneviève Mercier, l'épouse du maire, une matrone d'une 50aine d'années qui jaugeait les vertus citoyennes des gens à la superficie de leur maison et à la propreté de leurs robes. Elle rendit visite à Alexandra en apportant un panier de pain rassis et de vieux vêtements, s'exprimant incroyablement lentement et très fort, comme si le simple volume sonore pouvait pulvériser la barrière de la langue. « Ma petite, roucoula-t-elle d'un ton maternel, ce que vous tentez d'accomplir ici est louable, mais extrêmement irréaliste. Une femme toute seule ne peut raisonnablement pas ériger une maison. Vous devriez vraiment vous chercher un nouvel époux. Monsieur Delacroix connaît pas mal de célibataires en mal d'une bonne épouse. C'est ce que la bienséance attend de vous. » Alexandra écouta tout cela dans le silence le plus complet. Non pas parce qu'elle était docile, ni parce qu'elle acceptait son statut prétendument inférieur. C'était parce qu'elle avait assimilé une leçon là-bas en Sibérie que ces gens n'avaient jamais été contraints de comprendre. La fierté est strictement un luxe réservé aux individus qui ont d'autres alternatives. Elle n'avait aucune échappatoire. Elle avait simplement 2 bouches affamées à nourrir et un hiver approchant qui n'offrirait pas de seconde chance. Par conséquent, chaque matin, tandis que Delacroix déverrouillait sa devanture, que Lefebvre montait la charpente des clients solvables et que Madame Mercier animait ses cercles de couture, Alexandra continuait à travailler. Elle malaxait la boue lourde à main nue, elle moulait des blocs, elle les laissait sécher sous le soleil d'octobre, elle empilait de lourdes pierres. Elle creusait des tranchées directement dans la terre. Ses voisins flânèrent dans le coin et la dévisageaient. Certains regardaient avec pitié, d'autres affichaient des sourires moqueurs à peine voilés. Les garnements du coin accouraient parfois pour dévisager la drôle de bâtisse de la folle russe, jusqu'à ce que leur mère leur hurle de revenir, traitant la folie comme s'il s'agissait d'une maladie transmissible par l'air. Mais Alexandra n'interrompait jamais son labeur, parce qu'elle était consciente d'une chose à laquelle ils étaient totalement aveugles. Elle savait que la vraie menace n'était pas les cancans des villageois. Le véritable ennemi rôdait juste à l'horizon, tapi dans les nuages gris et lugubres qui s'amoncelaient au nord, et dans ces nuits qui s'allongeaient visiblement de jour en jour. L'ennemi ultime, c'était l'hiver. Et cet adversaire en particulier n'en avait strictement rien à faire des statuts sociaux, des comptes en banque bien garnis ou des prières joliment formulées. Si vous estimez que la sagesse des anciens détient plus de valeur que l'arrogance des modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sauvons activement ces incroyables récits que le temps a désespérément tenté d'effacer. Alexandra ne possédait aucun plan dessiné en détail. Elle manquait de mesures précises en mètres ou en centimètres. Pourtant, elle s'accrochait à quelque chose de bien plus précieux. Le souvenir vivace de ses minuscules mains d'enfant se posant contre les briques agréablement tièdes du poêle de son grand-père, la mémoire de sa grand-mère expliquant avec précision pourquoi l'édifice devait être incroyablement lourd. Aux premières lueurs du 12 janvier 1888, alors que le thermomètre s'effondrait à 43 degrés à travers les vallées enneigées de Savoie, Alexandra Volkov se réveilla dans un silence absolu. De l'autre côté de ses murs, la bourrasque hurlait telle une bête blessée, mais à l'intérieur de son humble cabane en rondin, l'air demeurait délicieusement doux, presque chaleureux. Dans un coin de la pièce, ses 2 enfants dormaient profondément sous une seule et unique couverture légère. Ils ne tremblaient pas de froid, ils ne toussaient pas du tout. Leur respiration reflétait la tranquillité absolue de ceux qui ont une confiance aveugle dans le refuge qu'ils nomment leur foyer. À 300 mètres de là, dans la vaste demeure en bois fraîchement repeinte de M. Corneille Delacroix, 3 ouvriers agricoles alimentaient frénétiquement la cheminée avec des bûches qui se consumaient à toute vitesse sans offrir la moindre chaleur. Les courants d'air rabattèrent la fumée directement par le conduit, asphyxiant les pièces de cendres grisâtres et provoquant des quintes de toux déchirantes. L'épouse de Delacroix pleurait en silence, emmitouflée sous 5 épaisses couvertures de laine importée, implorant désespérément l'aube de poindre. Cependant, revenons 2 années en arrière, à l'instant même où tout a commencé. Alexandra avait posé le pied pour la première fois dans cette rudesse savoyarde au cours de l'automne 1886. Elle était veuve, 34 ans à peine, 2 tout petits s'agrippaient fermement à ses jupons. Son époux, Dimitri, avait perdu la vie 6 mois plus tôt dans un terrible accident dans les mines de charbon du bassin de la Loire.
Le chef d'équipe lui avait glissé 11 francs dans la main, lui accordant très exactement 3 jours pour vider le logement appartenant à la compagnie. Elle ne possédait aucune famille sur tout le territoire français. Son vocabulaire dans la langue locale se limitait à peine à 5 mots. Néanmoins, elle détenait une chose que nombre de paysans pionniers avaient oubliée depuis belle lurette, la mémoire. À l'époque où elle n'était qu'une fillette dans la région de la Sibérie, tout près d'Irkoutsk, Alexandra avait observé son grand-père ériger ce que les villageois du coin surnommaient le poêle qui respire. Il s'agissait d'une machine monumentale faite de boue cuite et de briques, accaparant presque la moitié de l'espace de vie. Les voisins se moquèrent de lui sans aucun répit. Ils prétendaient que le vieux Volkov avait perdu la tête, gaspillant des briques qui auraient pu se vendre à prix d'or sur le marché. Pourtant, chaque hiver, dès que le mercure chutait suffisamment pour geler la laine d'un homme en plein vol, l'isba de son grand-père restait l'unique endroit où l'on n'entendait jamais le bruit des tourauques ni les pleurs des nourrissons malades. Des années plus tard, sur un tout autre continent, encerclé par des étrangers incapables de saisir le moindre de ces mots, Alexandra prit sa décision. Elle allait reproduire l'appareil de chauffage de son aïeul. Très sincèrement, aucune autre option ne s'offrait à elle. Elle manquait cruellement d'argent pour acheter des stères de bois capables de couvrir toute une saison hivernale. Elle n'avait plus de mari pour lui prêter main forte. Mais elle possédait ses 2 propres mains, ainsi que ses précieux souvenirs. L'agent du bureau foncier local lui vendit une parcelle juste au nord du village isolé, bien à l'écart du centre névralgique. 16 hectares de terre rocailleuse et dénudée, sans la moindre source d'eau à proximité. Le tarif s'élevait à 120 francs. Cela lui laissait précisément 18 francs pour bricoler une habitation et survivre d'une manière ou d'une autre jusqu'au dégel printanier. Au cours de sa première semaine sur place, Alexandra rafistola un abri de fortune en utilisant des planches de bois de récupération et une épaisse toile cirée. Ses petits, Mikhaïl, âgé de 7 ans, et Tatiana, âgée de 5 ans, dormaient, blottis l'un contre l'autre, pour partager leur chaleur corporelle. Elle trimait dès les premières lueurs de l'aube, jusqu'à ce que ses doigts soient incapables de serrer le manche de son marteau. Sa véritable entreprise, en revanche, démarra en octobre. Pendant que les autres colons s'affairaient à monter des murs et poser des toitures, Alexandra était occupée à creuser. Elle piochait dans ce sol de montagne impitoyable, sculptant des tranchées de fondation pour une structure que personne dans toute cette région n'avait jamais vue auparavant. Et c'est à cet instant que les ragots commencèrent. Corneille Delacroix fut le tout premier à y aller de son petit commentaire. C'était un Parisien venu s'installer en province grâce à de vieilles rentes familiales, agissant comme le propriétaire de l'épicerie du village et s'autoproclamant chef de file officieux de la communauté. Une fin d'après-midi d'octobre, il chevaucha jusqu'au terrain d'Alexandra, flanqué de son contremaître, et dévisagea les tranchées boueuses avec un regard empreint d'une pure pitié. « Pauvre femme !» déclara-t-il d'une voix forte, bien qu'Alexandra ne puisse le comprendre. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fabrique. Elle creuse littéralement sa propre tombe avant même que l'hiver ne frappe. Vint ensuite M. Marcel Lefebvre, un charpentier de 40 ans, fort de 3 décennies de savoir-faire dans le bâtiment. Il imposait un grand respect dans ce village reculé. Chacun prenait ses recommandations pour parole d'évangile. Il se tenait devant le tas grandissant de briques de boue qu'Alexandra avait commencé à façonner avec de la terre, de l'eau et de la paille, et se contenta de secouer la tête. « Ça ne survivra jamais aux températures glaciales », l'avertit-il d'un ton professoral, supposant qu'elle saisirait l'idée puisqu'elle était aussi étrangère au pays. « Les briques de terre s'effritent sous le gel, il vous faut du bois, il vous faut un homme qui sait réellement construire. » Pour finir, il y eut Madame Geneviève Mercier, l'épouse du maire, une matrone d'une 50aine d'années qui jaugeait les vertus citoyennes des gens à la superficie de leur maison et à la propreté de leurs robes. Elle rendit visite à Alexandra en apportant un panier de pain rassis et de vieux vêtements, s'exprimant incroyablement lentement et très fort, comme si le simple volume sonore pouvait pulvériser la barrière de la langue. « Ma petite, roucoula-t-elle d'un ton maternel, ce que vous tentez d'accomplir ici est louable, mais extrêmement irréaliste. Une femme toute seule ne peut raisonnablement pas ériger une maison. Vous devriez vraiment vous chercher un nouvel époux. Monsieur Delacroix connaît pas mal de célibataires en mal d'une bonne épouse. C'est ce que la bienséance attend de vous. » Alexandra écouta tout cela dans le silence le plus complet. Non pas parce qu'elle était docile, ni parce qu'elle acceptait son statut prétendument inférieur. C'était parce qu'elle avait assimilé une leçon là-bas en Sibérie que ces gens n'avaient jamais été contraints de comprendre. La fierté est strictement un luxe réservé aux individus qui ont d'autres alternatives. Elle n'avait aucune échappatoire. Elle avait simplement 2 bouches affamées à nourrir et un hiver approchant qui n'offrirait pas de seconde chance.
Par conséquent, chaque matin, tandis que Delacroix déverrouillait sa devanture, que Lefebvre montait la charpente des clients solvables et que Madame Mercier animait ses cercles de couture, Alexandra continuait à travailler. Elle malaxait la boue lourde à main nue, elle moulait des blocs, elle les laissait sécher sous le soleil d'octobre, elle empilait de lourdes pierres. Elle creusait des tranchées directement dans la terre. Ses voisins flânèrent dans le coin et la dévisageaient. Certains regardaient avec pitié, d'autres affichaient des sourires moqueurs à peine voilés. Les garnements du coin accouraient parfois pour dévisager la drôle de bâtisse de la folle russe, jusqu'à ce que leur mère leur hurle de revenir, traitant la folie comme s'il s'agissait d'une maladie transmissible par l'air. Mais Alexandra n'interrompait jamais son labeur, parce qu'elle était consciente d'une chose à laquelle ils étaient totalement aveugles. Elle savait que la vraie menace n'était pas les cancans des villageois. Le véritable ennemi rôdait juste à l'horizon, tapi dans les nuages gris et lugubres qui s'amoncelaient au nord, et dans ces nuits qui s'allongeaient visiblement de jour en jour. L'ennemi ultime, c'était l'hiver. Et cet adversaire en particulier n'en avait strictement rien à faire des statuts sociaux, des comptes en banque bien garnis ou des prières joliment formulées. Si vous estimez que la sagesse des anciens détient plus de valeur que l'arrogance des modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sauvons activement ces incroyables récits que le temps a désespérément tenté d'effacer. Alexandra ne possédait aucun plan dessiné en détail. Elle manquait de mesures précises en mètres ou en centimètres. Pourtant, elle s'accrochait à quelque chose de bien plus précieux. Le souvenir vivace de ses minuscules mains d'enfant se posant contre les briques agréablement tièdes du poêle de son grand-père, la mémoire de sa grand-mère expliquant avec précision pourquoi l'édifice devait être incroyablement lourd et pourquoi les conduits dissimulés à l'intérieur devaient serpenter de long en large tout comme une rivière. L'installation qu'elle commença à ériger en novembre 1886 n'avait rien d'une cheminée ordinaire. C'était un organisme vivant façonné de roches et d'argile, spécifiquement conçu pour capturer l'énergie thermique, la stocker en profondeur et la diffuser lentement dans la pièce pendant de longues heures. Le cœur de ce radiateur était un foyer tapissé de briques réfractaires qu'Alexandra avait modelé elle-même en mélangeant de la glaise des berges avec du sable très fin. Cette chambre de combustion n'était en aucun cas gigantesque. Elle mesurait à peine 60 cm de large sur 60 cm de haut. Dans cet espace restreint, le brasier allait gronder avec une intensité si féroce et un apport d'air si limité qu'une unique bûche épaisse se consumerait jusqu'au néant absolu sans gaspiller la moindre goutte d'énergie potentielle. Voici le détail crucial qu'absolument personne dans la région n'avait saisi. La fumée de l'échappement ne s'évacuait pas simplement tout droit vers le haut. Au lieu de cela, Alexandra avait conçu un labyrinthe interne de conduits de fumée. La fumée brûlante pénétrait dans ces couloirs et serpentait vers le haut, vers le bas et d'un côté à l'autre, traversant littéralement des tonnes de maçonnerie et de pierres des champs avant d'être enfin autorisée à sortir par le sommet de la cheminée. Chaque centimètre de ce périple tortueux transférait une chaleur torride dans la lourde masse de la structure. Et une fois que cette masse était totalement gorgée de chaleur, elle agissait comme un radiateur colossal qui réchaufferait continuellement la maisonnée pendant 12, 18, voire jusqu'à 24 heures d'affilée. Coût total déboursé de sa poche pour les matériaux, 12 francs et 40 centimes. Briques de boue cuites, 5 francs. Alexandra avait personnellement fabriqué 300 blocs individuels en utilisant des moules de coulage en bois qu'elle avait taillés à la main avec un couteau à découper. Chaque brique massive pesait très exactement 3,5 kg. Chacune d'entre elles exigeait 10 journées pleines de séchage sous le soleil vif de l'automne. Lorsqu'une tempête de pluie inattendue s'abattit à la mi-octobre, elle perdit 70 blocs non durcis qui fondirent en tangadou. Elle remonta tout bonnement ses manches et les refabriqua depuis le début. Sable de rivière, totalement gratuit, mais trimballé dans de lourds sacs de toile pesant 22 kilos chacun, traînés sur près d'1 kilomètre depuis les berges jusqu'à sa propriété. Elle accomplit cette marche éreintante à 22 reprises. Pierre des champs pour les fondations, sans aucun frais, récupérées directement dans les vastes étendues. Ses enfants mirent la main à la pâte, ramenant des roches de la taille de leur propre tête, leurs petites paumes couvertes d'ampoules à vif. Chaud pour le mortier de maçonnerie, 3 francs, acheté directement à l'épicerie de Delacroix. L'homme lui avait d'ailleurs facturé le double du tarif en vigueur, partant du principe qu'une veuve solitaire ne connaît pas la moindre chose au marchandage. Tuyauterie en métal pour les canaux de tirage interne, 4 francs et 40 centimes, acquises d'occasion auprès d'un forgeron du coin qui les avait jetés car jugés trop rouillés. Alexandra les avait récurés avec du gros sable et de l'huile jusqu'à ce que le métal rutile. Chaque soir, une fois le labeur éreintant terminé, Alexandra s'asseyait avec ses bambins à l'intérieur de leur cabane pleine de courants d'air et partageait de vieux contes de Sibérie.
Elle parlait avec affection de son grand-père, le vieux Volkov, qui avait jadis, aux premières lueurs du 12 janvier 1888, alors que le thermomètre s'effondrait à 43 degrés à travers les vallées enneigées de Savoie, Alexandra Volkov se réveilla dans un silence absolu. De l'autre côté de ces murs, la bourrasque hurlait telle une bête blessée, mais à l'intérieur de son humble cabane en rondin, l'air demeurait délicieusement doux, presque chaleureux. Dans un coin de la pièce, ses deux enfants dormaient profondément sous une seule et unique couverture légère. Ils ne tremblaient pas de froid, ils ne toussaient pas du tout. Leur respiration reflétait la tranquillité absolue de ceux qui ont une confiance aveugle dans le refuge qu'ils nomment leur foyer. À 300 mètres de là, dans la vaste demeure en bois fraîchement repeinte de M. Corneille Delacroix, 3 ouvriers agricoles alimentaient frénétiquement la cheminée avec des bûches qui se consumaient à toute vitesse sans offrir la moindre chaleur. Les courants d'air rabattèrent la fumée directement par le conduit, asphyxiant les pièces de cendres grisâtres et provoquant des quintes de toux déchirantes. L'épouse de Delacroix pleurait en silence, emmitouflée sous 5 épaisses couvertures de laine importée, implorant désespérément l'aube de poindre. Cependant, revenons 2 années en arrière, à l'instant même où tout a commencé. Alexandra avait posé le pied pour la première fois dans cette rudesse savoyarde au cours de l'automne 1886. Elle était veuve, 34 ans à peine. 2 tout petits s'agrippaient fermement à ses jupons. Son époux, Dimitri, avait perdu la vie 6 mois plus tôt dans un terrible accident dans les mines de charbon du bassin de la Loire. Le chef d'équipe lui avait glissé 11 francs dans la main, lui accordant très exactement 3 jours pour vider le logement appartenant à la compagnie. Elle ne possédait aucune famille sur tout le territoire français. Son vocabulaire dans la langue locale se limitait à peine à 5 mots. Néanmoins, elle détenait une chose que nombre de paysans pionniers avaient oubliée depuis belle lurette, la mémoire. À l'époque où elle n'était qu'une fillette dans la région de la Sibérie, tout près d'Irkoutsk, Alexandra avait observé son grand-père ériger ce que les villageois du coin surnommaient le poêle qui respire. Il s'agissait d'une machine monumentale faite de boue cuite et de briques, accaparant presque la moitié de l'espace de vie. Les voisins se moquèrent de lui sans aucun répit. Ils prétendaient que le vieux Volkov avait perdu la tête, gaspillant des briques qui auraient pu se vendre à prix d'or sur le marché. Pourtant, chaque hiver, dès que le mercure chutait suffisamment pour geler la laine d'un homme en plein vol, l'isba de son grand-père restait l'unique endroit où l'on n'entendait jamais le bruit des toux rauques ni les pleurs des nourrissons malades. Des années plus tard, sur un tout autre continent encerclé par des étrangers incapables de saisir le moindre de ces mots, Alexandra prit sa décision. Elle allait reproduire l'appareil de chauffage de son aïeul. Très sincèrement, aucune autre option ne s'offrait à elle. Elle manquait cruellement d'argent pour acheter des stères de bois capables de couvrir toute une saison hivernale. Elle n'avait plus de mari pour lui prêter main forte. Mais elle possédait ses 2 propres mains, ainsi que ses précieux souvenirs. L'agent du bureau foncier local lui vendit une parcelle juste au nord du village isolé, bien à l'écart du centre névralgique. 16 hectares de terre rocailleuse et dénudée, sans la moindre source d'eau à proximité. Le tarif s'élevait à 120 francs. Cela lui laissait précisément 18 francs pour bricoler une habitation et survivre d'une manière ou d'une autre jusqu'au dégel printanier. Au cours de sa première semaine sur place, Alexandra rafistola un abri de fortune en utilisant des planches de bois de récupération et une épaisse toile cirée. Ses petits, Mikhaïl, âgé de 7 ans, et Tatiana, âgée de 5 ans, dormaient, blottis l'un contre l'autre, pour partager leur chaleur corporelle. Elle trimait dès les premières lueurs de l'aube, jusqu'à ce que ses doigts soient incapables de serrer le manche de son marteau. Sa véritable entreprise, en revanche, démarra en octobre. Pendant que les autres colons s'affairaient à monter des murs et poser des toitures, Alexandra était occupée à creuser. Elle piochait dans ce sol de montagne impitoyable, sculptant des tranchées de fondation pour une structure que personne dans toute cette région n'avait jamais vue auparavant. Et c'est à cet instant que les ragots commencèrent. Corneille Delacroix fut le tout premier à y aller de son petit commentaire. C'était un Parisien venu s'installer en province grâce à de vieilles rentes familiales, agissant comme le propriétaire de l'épicerie du village et s'autoproclamant chef de file officieux de la communauté. Une fin d'après-midi d'octobre, il chevaucha jusqu'au terrain d'Alexandra, flanqué de son contremaître, et dévisagea les tranchées boueuses avec un regard empreint d'une pure pitié. « Pauvre femme !» déclara-t-il d'une voix forte, bien qu'Alexandra ne puisse le comprendre. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fabrique. Elle creuse littéralement sa propre tombe avant même que l'hiver ne frappe. Vint ensuite M. Marcel Lefebvre, un charpentier de 40 ans, fort de 3 décennies de savoir-faire dans le bâtiment. Il imposait un grand respect dans ce village reculé. Chacun prenait ses recommandations pour parole d'évangile.
Il se tenait devant le tas grandissant de briques de boue qu'Alexandra avait commencé à façonner avec de la terre, de l'eau et de la paille, et se contenta de secouer la tête. « Ça ne survivra jamais aux températures glaciales », l'avertit-il d'un ton professoral, supposant qu'elle saisirait l'idée puisqu'elle était aussi étrangère au pays. « Les briques de terre s'effritent sous le gel, il vous faut du bois, il vous faut un homme qui sait réellement construire. » Pour finir, il y eut Madame Geneviève Mercier, l'épouse du maire, une matrone d'une 50aine d'années qui jaugeait les vertus citoyennes des gens à la superficie de leur maison et à la propreté de leurs robes. Elle rendit visite à Alexandra en apportant un panier de pain rassis et de vieux vêtements, s'exprimant incroyablement lentement et très fort, comme si le simple volume sonore pouvait pulvériser la barrière de la langue. « Ma petite, roucoula-t-elle d'un ton maternel, ce que vous tentez d'accomplir ici est louable, mais extrêmement irréaliste. Une femme toute seule ne peut raisonnablement pas ériger une maison. Vous devriez vraiment vous chercher un nouvel époux. Monsieur Delacroix connaît pas mal de célibataires en mal d'une bonne épouse. C'est ce que la bienséance attend de vous. » Alexandra écouta tout cela dans le silence le plus complet. Non pas parce qu'elle était docile, ni parce qu'elle acceptait son statut prétendument inférieur. C'était parce qu'elle avait assimilé une leçon là-bas en Sibérie que ces gens n'avaient jamais été contraints de comprendre. La fierté est strictement un luxe réservé aux individus qui ont d'autres alternatives. Elle n'avait aucune échappatoire. Elle avait simplement 2 bouches affamées à nourrir et un hiver approchant qui n'offrirait pas de seconde chance. Par conséquent, chaque matin, tandis que Delacroix déverrouillait sa devanture, que Lefebvre montait la charpente des clients solvables et que Madame Mercier animait ses cercles de couture, Alexandra continuait à travailler. Elle malaxait la boue lourde à main nue, elle moulait des blocs, elle les laissait sécher sous le soleil d'octobre. Elle empilait de lourdes pierres. Elle creusait des tranchées directement dans la terre. Ses voisins flânèrent dans le coin et la dévisageaient. Certains regardaient avec pitié, d'autres affichaient des sourires moqueurs à peine voilés. Les garnements du coin accouraient parfois pour dévisager la drôle de bâtisse de la folle russe, jusqu'à ce que leur mère leur hurle de revenir, traitant la folie comme s'il s'agissait d'une maladie transmissible par l'air. Mais Alexandra n'interrompait jamais son labeur, parce qu'elle était consciente d'une chose à laquelle ils étaient totalement aveugles. Elle savait que la vraie menace n'était pas les cancans des villageois. Le véritable ennemi rôdait juste à l'horizon, tapi dans les nuages gris et lugubres qui s'amoncelaient au nord, et dans ces nuits qui s'allongeaient visiblement de jour en jour. L'ennemi ultime, c'était l'hiver. Et cet adversaire en particulier n'en avait strictement rien à faire des statuts sociaux, des comptes en banque bien garnis ou des prières joliment formulées. Si vous estimez que la sagesse des anciens détient plus de valeur que l'arrogance des modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sauvons activement ces incroyables récits que le temps a désespérément tenté d'effacer. Alexandra ne possédait aucun plan dessiné en détail. Elle manquait de mesures précises en mètres ou en centimètres. Pourtant, elle s'accrochait à quelque chose de bien plus précieux. Le souvenir vivace de ses minuscules mains d'enfant se posant contre les briques agréablement tièdes du poêle de son grand-père, la mémoire de sa grand-mère expliquant avec précision pourquoi l'édifice devait être incroyablement lourd et pourquoi les conduits dissimulés à l'intérieur devaient serpenter de long en large tout comme une rivière. L'installation qu'elle commença à ériger en novembre 1886 n'avait rien d'une cheminée ordinaire. C'était un organisme vivant façonné de roches et d'argile, spécifiquement conçu pour capturer l'énergie thermique, la stocker en profondeur et la diffuser lentement dans la pièce pendant de longues heures. Le cœur de ce radiateur était un foyer tapissé de briques réfractaires qu'Alexandra avait modelé elle-même en mélangeant de la glaise des berges avec du sable très fin. Cette chambre de combustion n'était en aucun cas gigantesque. Elle mesurait à peine 60 cm de large sur 60 cm de haut. Dans cet espace restreint, le brasier allait gronder avec une intensité si féroce et un apport d'air si limité qu'une unique bûche épaisse se consumerait jusqu'au néant absolu sans gaspiller la moindre goutte d'énergie potentielle. Voici le détail crucial qu'absolument personne dans la région n'avait saisi. La fumée de l'échappement ne s'évacuait pas simplement tout droit vers le haut. Au lieu de cela, Alexandra avait conçu un labyrinthe interne de conduits de fumée. La fumée brûlante pénétrait dans ces couloirs et serpentait vers le haut, vers le bas et d'un côté à l'autre, traversant littéralement des tonnes de maçonnerie et de pierres des champs avant d'être enfin autorisée à sortir par le sommet de la cheminée. Chaque centimètre de ce périple tortueux transférait une chaleur torride dans la lourde masse de la structure. Et une fois que cette masse était totalement gorgée de chaleur, elle agissait comme un radiateur colossal qui réchaufferait continuellement la maisonnée pendant 12, 18, voire jusqu'à 24 heures d'affilée. Coût total déboursé de sa poche pour les matériaux, 12 francs et 40 centimes. Briques de boue cuite, 5 francs.
Alexandra avait personnellement fabriqué 300 blocs individuels en utilisant des moules de coulage en bois qu'elle avait taillés à la main avec un couteau à découper. Chaque brique massive pesait très exactement 3,5 kg. Chacune d'entre elles exigeait 10 journées pleines de séchage sous le soleil vif de l'automne. Lorsqu'une tempête de pluie inattendue s'abattit à la mi-octobre, elle perdit 70 blocs non durcis qui fondirent en tangadou. Elle remonta tout bonnement ses manches et les refabriqua depuis le début. Sable de rivière, totalement gratuit, mais trimballé dans de lourds sacs de toile pesant 22 kilos chacun, traînés sur près d'1 kilomètre depuis les berges jusqu'à sa propriété. Elle accomplit cette marche éreintante à 22 reprises. Pierre des champs pour les fondations, sans aucun frais, récupérées directement dans les vastes étendues. Ses enfants mirent la main à la pâte, ramenant des roches de la taille de leur propre tête, leurs petites paumes couvertes d'ampoules à vif. Chaud pour le mortier de maçonnerie, 3 francs, acheté directement à l'épicerie de Delacroix. L'homme lui avait d'ailleurs facturé le double du tarif en vigueur, partant du principe qu'une veuve solitaire ne connaît pas la moindre chose au marchandage. Tuyauterie en métal pour les canaux de tirage interne, 4 francs et 40 centimes, acquises d'occasion auprès d'un forgeron du coin qui les avait jetés car jugés trop rouillés. Alexandra les avait récurés avec du gros sable et de l'huile jusqu'à ce que le métal rutile. Chaque soir, une fois le labeur éreintant terminé, Alexandra s'asseyait avec ses bambins à l'intérieur de leur cabane pleine de courants d'air et partageait de vieux contes de Sibérie. Elle parlait avec affection de son grand-père, le vieux Volkov, qui avait jadis appris la science cachée derrière les poêles en maçonnerie auprès de bâtisseurs mongols ayant traversé les steppes russes des siècles auparavant. Le feu occidental est très agité et impatient, leur disait-elle en russe, alors que Mikhaïl et Tatiana se blottissaient tout près d'elle. Il se consume à toute vitesse, projette sa chaleur rapidement, puis s'évanouit dans les airs. Le feu oriental, lui, est sage. Il se dévore lentement, insufflant sa tiédeur dans la pierre, et la pierre veille sur vous bien après l'extinction des flammes. La petite Tatiana, âgée de 5 ans, levait les yeux et demandait « Maman, est-ce que le grand poêle va veiller sur nous ?»« Oui, ma douce. Le poêle va veiller sur nous, c'est certain. » Pendant les heures de clarté cependant, chaque fois qu'Alexandra soulevait une autre rangée de blocs pesants ou qu'elle touillait la pâte de mortier jusqu'à ce que ses épaules hurlent de douleur ou encore qu'elle grimpait sur une échelle de fortune bancale pour poser les pierres de faîtage, un vent glacial de doute s'insinuait dans son esprit. Et si ses souvenirs lui jouèrent des tours ? Et si ces hivers de la région s'avéraient bien plus impitoyables que ceux de sa Sibérie natale ? Et si ses propres mains, les mains d'une femme de 34 ans, n'étaient tout simplement pas assez vigoureuses pour reproduire ce que les mains chevronnées de son aïeul avaient bâti. Par une fraîche après-midi de la mi-novembre, Marcel Lefebvre s'approcha tandis qu'Alexandra était occupée à mélanger une énième gâchée de mortier. Il se tenait là, fixant la colonne de briques qui culminait désormais à près de 2 mètres de haut, dévorant un bon tiers de la minuscule cahute qu'elle avait charpentée tout autour. « Cette chose doit peser bien au-delà de 2 tonnes », fit remarquer Lefebvre en français, désignant la maçonnerie du doigt. 2 tonnes d'un poids mort absolu, posées au milieu d'une cabane en bois chétive. Les bases des fondations ne résisteront pas. Ça va s'enfoncer tout droit dans la boue molle dès l'arrivée de la fonte des neiges. Alexandra ne prit même pas la peine de lever la tête. Elle continua simplement à touiller sa pâte. « Vous m'entendez ?» insista Lefebvre. « Vous êtes en train de commettre une erreur colossale. » Elle suspendit finalement son travail l'espace d'une courte seconde, essuya ses mains crasseuses sur son tablier et le fixa droit dans les yeux. Elle ne prononça pas la moindre syllabe. Elle se contenta de l'observer. Il émanait de son regard une intensité que Lefebvre ne put tout simplement pas supporter. Ce n'était pas de la provocation. Ce n'était pas non plus de l'arrogance. C'était quelque chose de bien plus viscéral. C'était le regard hanté de quelqu'un qui avait vu dépérir les gens qu'elle chérissait et qui refusait catégoriquement de laisser une telle chose se reproduire. Lefebvre tourna maladroitement les talons et prit congé. Pendant ce temps, tout autour de son lopin de terre, le reste du village se préparait pour la saison froide à la mode purement traditionnelle. Corneille Delacroix avait commandé sur mesure un poêle de salon en fonte venu tout droit de Paris. Une merveille étincelante et décorée, ornée de pieds en pâte de lion et dotée d'une porte vitrée. Le prix affiché sur cet article s'élevait à 45 francs. Ils installèrent ce monstre en plein centre de sa salle de séjour avec un tuyau d'évacuation en métal traversant la toiture à la verticale. Marcel Lefebvre, le maître charpentier, érigea pour sa propre famille une habitation sur mesure munie de murs en bois à double paroi, bourrant l'espace vide avec de la sciure pour l'isolation. Il aménagea ensuite 2 poêles à bois distincts, en plaçant un à chaque extrémité de la maison pour garantir une répartition homogène de la chaleur. Il amassa 3 stères entiers de bois de chauffage bien secs, persuadé que ces calculs leur permettraient de traverser confortablement les mois les plus rudes.
La maisonnée Mercier, le foyer du maire, résidait dans la structure la plus ancienne du hameau. C'était une robuste masure en rondin s'enorgueillissant d'une cheminée colossale en pierre, faisant à peu près la taille d'une grande armoire à vêtements. Ils avaient survécu à 5 hivers précédents dans cette bâtisse sans le moindre pépin. Tous ces braves gens jetèrent des regards vers la modeste et minuscule cabane d'Alexandra, complètement écrasée par cette monstruosité en briques trônant en plein centre, et se contentèrent de secouer la tête avec une pure compassion. Bon nombre d'habitants firent d'ailleurs des paris secrets sur le nombre exact de jours que la veuve russe parviendrait à tenir avant de ramper jusqu'à leur seuil pour quémander aux premières lueurs du 12 janvier 1888, alors que le thermomètre s'effondrait à 43 degrés à travers les vallées enneigées de Savoie, Alexandra Volkov se réveilla dans un silence absolu. De l'autre côté de ces murs, la bourrasque hurlait telle une bête blessée, mais à l'intérieur de son humble cabane en rondin, l'air demeurait délicieusement doux, presque chaleureux. Dans un coin de la pièce, ses 2 enfants dormaient profondément sous une seule et unique couverture légère. Ils ne tremblaient pas de froid, ils ne toussaient pas du tout. Leur respiration reflétait la tranquillité absolue de ceux qui ont une confiance aveugle dans le refuge qu'ils nomment leur foyer. À 300 mètres de là, dans la vaste demeure en bois fraîchement repeinte de M. Corneille Delacroix, 3 ouvriers agricoles alimentaient frénétiquement la cheminée avec des bûches qui se consumaient à toute vitesse sans offrir la moindre chaleur. Les courants d'air rabattèrent la fumée directement par le conduit, asphyxiant les pièces de cendre grisâtres et provoquant des quintes de toux déchirantes. L'épouse de Delacroix pleurait en silence, emmitouflée sous 5 épaisses couvertures de laine importée, implorant désespérément l'aube de poindre. Cependant, revenons 2 années en arrière, à l'instant même où tout a commencé. Alexandra avait posé le pied pour la première fois dans cette rudesse savoyarde au cours de l'automne 1886. Elle était veuve, 34 ans à peine. 2 tout petits s'agrippaient fermement à ses jupons. Son époux, Dimitri, avait perdu la vie 6 mois plus tôt dans un terrible accident dans les mines de charbon du bassin de la Loire. Le chef d'équipe lui avait glissé 11 francs dans la main, lui accordant très exactement 3 jours pour vider le logement appartenant à la compagnie. Elle ne possédait aucune famille sur tout le territoire français. Son vocabulaire dans la langue locale se limitait à peine à 5 mots. Néanmoins, elle détenait une chose que nombre de paysans pionniers avaient oubliée depuis belle lurette, la mémoire. À l'époque où elle n'était qu'une fillette dans la région de la Sibérie, tout près d'Irkoutsk, Alexandra avait observé son grand-père ériger ce que les villageois du coin surnommaient le poil qui respire. Il